plus, je dois avoir 15 ans, 16 ans, 17, je sais plus, quelque chose comme ça. Tu te fais une voile qui fait 16 mètres carrés dans ta chambre, à découper des patrons, etc. Tu y passes vraiment du temps, tu as envie de voler avec. Après, c'est pas à reproduire nécessairement, il faut quand même être prudent. Maintenant, tu donnes les valeurs à n'importe quel atelier qui est adhérent de la charte, tu vas avoir le même résultat à la fin, d'état général. Il va être très bon, bon, assez bon, limite, ou en réforme. Salut Steph, merci de me recevoir chez toi dans ton atelier à Visil. On est à 30 minutes de Grenoble à peu près, dans ton atelier de réparation et révision de voile. Dans cet épisode, j'aimerais bien qu'on parle de comment t'en es arrivé à ouvrir ton atelier. Ouais. Comment t'en es arrivé à te mettre au parapente, faire de la compétition, et puis voilà, parler du matériel, du vieillissement des matériaux. On va parler de plein de choses. Puis peut-être que tu as des choses aussi où tu aimerais t'exprimer. Donc moi, j'aimerais juste qu'on règle un petit truc, c'est comment tu commences le parapente quand t'es pas des Alpes et que t'es plutôt du Nord. Ouais, je suis dunkerquois. Je suis surtout quelqu'un de passionné. J'ai toujours joué avec le vent, les voiles, du char à cerf-volant, du char à voile, du kite, tout ça. Et j'en suis venu à faire du parapente avec un copain qui s'y est mis. Et j'ai eu ma première voile de parapente grâce à lui. Et je savais gonfler dans 30 km/h de vent avant de voler. Voilà. Ok, donc tu faisais beaucoup de gonflage sur la plage. Beaucoup de gonflage sur la plage, s'amuser sur les dunes, sans voler vraiment au début, vraiment avec du vent, quoi. Ok. Voilà, surtout ça, quoi. Et tu avais déjà touché à des cerfs-volants, des choses comme ça, du char à voile ou des choses. Je fais pas mal de char à voile, de char à cerf-volant. C'est-à-dire que j'ai fait commencé par le char à voile et j'ai fait beaucoup de compétitions en char à cerf-volant à ce qu'on pourrait appeler le haut niveau en parapente. Ok. Je savais pas. En championnat d'Europe. Voilà. Et, pendant pas mal d'années, quoi. Ok. Voilà. Et c'est quoi? C'était la discipline d'aller le plus vite possible sur la plage? Ouais. Alors là, c'est pas bien compliqué. C'est un peu comme une course de bateau. Tu fais un briefing, voilà, comme en parapente. Okay. Le directeur d'épreuve te dit, voilà, le parcours, il t'explique. Et t'as un chronomètre, t'as une ligne de départ et au moment où le chrono il est passé, comme en parapente, il faut aller le plus vite possible. Et à la différence du parapente, c'est pas on passe des balises, c'est là on tourne autour de bouées pendant un certain temps. Et quand on arrive au bout du temps, il y a le drapeau à damier et t'as gagné. Voilà. Et tu fais plusieurs manches dans la journée, quoi. Et t'as passé le cap du premier vol, parce que je suppose que quand tu joues sur du gonflage sur l'aile, c'est maniabilité de voile, mais quand tu prends ton premier, t'as les pieds qui se décollent et je suppose que c'est là où t'es tombé vraiment accro au truc, mais t'as un moment précis à nous raconter ou? Ouais, je vais plutôt mon deuxième vol avec Mathieu, il se reconnaîtra, sur un petit site dans les terres entre Boulogne-sur-Mer et Saint-Omer. Et mon deuxième vol où je décolle et il y a du vent, un peu du brouillard, et en fait je monte. Premier vol à devoir faire les oreilles, accélérer pour se dégager un peu du relief. Voilà, je sais que ça m'est resté pas mal en tête. Et depuis, de toute façon, j'ai toujours aimé jouer avec les voiles, le vent. Ça reste une passion, quoi. Et à quel moment tu t'es dit, là, je suis vraiment accro, j'en fais à fond, jusqu'à venir... Est-ce que tu as déménagé dans les Alpes avant? Est-ce que tu venais déjà dans les Alpes pour faire du parapente? Parce que tu as découvert la montagne aussi grâce au parapente, je suppose? Ouais, je suis venu dans les Alpes en fait très tardivement. C'est-à-dire que j'ai appris à voler en bord de mer, j'avais 15 ans. Ouais. Si vous imaginez, à Dunkerque, je me faisais... les gens qui volaient venaient de Lille et font tout le tour pour aller sur la côte, pour voler sur des petits sites en bord de mer. Et je me faisais 1 heure de bus pour aller les rejoindre, qui me récupèrent. Je faisais du covoiturage en mode débrouille-toi. Et je suis vraiment devenu accro à ce moment-là, à faire du soaring, à jouer avec toutes les petites buttes, à passer derrière les buissons, à mettre des stabs dans les buissons, voilà, vraiment jouer dans le vent. Et en fait, je suis arrivé un peu à venir dans les Vosges, et c'était un peu plus près, quoi, de Dunkerque. Puis dans les Alpes, la Coupe Picard, etc., c'est vraiment là où... Quand je suis arrivé dans les Alpes, ça fait 10 ans maintenant, où je me suis vraiment mis au parapente et plus au parapente de distance, quoi. Ok. T'avais pas fait forcément de cross en plaine avant de faire du... Quelques petits vols, en fait, en treuil, où
petit départ de cross, mais vraiment pas très long. Je crois que mon plus long vol avant de venir dans les Alpes, il devait faire 35 bornes. Donc voilà. Et je sais que ta compétence en couture s'est faite un peu en même temps que ta compétence à prendre le parapente. Tu peux nous raconter le parallèle qui s'est fait aussi, toujours dans le Nord, je suppose, mais avec la couture et ce qui va découler aussi de comment t'en es arrivé là. Mais tu peux nous raconter un peu parce que t'as la passion du parapente, mais t'as la passion aussi du bricolage. Ouais. Alors c'est toujours avec le même copain qui m'a appris le parapente. Avec Mathieu, en faisant du char à cerf-volant, en fait, on a commencé à fabriquer des voiles de traction, des voiles de 4 lignes qui se pilotent avec des poignées. Sauf que maintenant, on a des voiles un peu comme les moustaches, si on fait une comparaison parapente, où on a une variation d'incidence. Là, c'est des voiles avec une incidence fixe, bloquée. Et on a commencé à fabriquer nos voiles comme ça. En fait, en trouvant des plans sur Internet de voiles de char à cerf-volant un peu performants, on s'est un peu motivé l'un à l'autre et on a commencé à fabriquer nos voiles. On va dire, ça a vraiment débuté comme ça, à faire de la couture à la maison, à piquer la machine à maman, à imprimer des patrons sur des feuilles A4 avec un logiciel connu, Surfplan, qui est maintenant Gliderplan. Et en fait, on en est venu à faire ça. Donc, à prendre des plans existants, à coudre les voiles, à s'amuser à tester, et puis finalement essayer d'en dessiner, en louper pas mal. Ouais, je pense que j'en ai fait beaucoup. Empirique un peu. C'est ça. J'en ai fait beaucoup qui volaient vraiment mal. J'y ai passé vraiment beaucoup de temps. Mathieu, lui, il a fait des parapentes radiocommandés assez connus, Opal Paramodel, quoi. Et puis voilà, on a continué comme ça à faire du design. En autodidacte, il y avait des sites, des choses à l'époque, il y avait des renseignements. Parce que... il n'y avait pas vraiment d'enseignement. J'avais quelques copains avec le char à cerf-volant qui construisaient aussi des voiles et qui pouvaient me donner des conseils, mais ça reste quand même de l'empirique, c'est difficile à transmettre. Et voilà, à copier des profils dans des voiles, à regarder comment les voiles sont faites. De toute façon, même à l'heure actuelle, tout le monde se regarde un peu, quoi. Et on a fait pas mal de choses sur de l'empirique, quoi. Mais voilà, j'en suis venu à coudre comme ça et à finir par faire une formation de voilier en Bretagne. Et après, j'ai bossé quelques années chez Opal Paramodel, quoi. Donc Opal Paramodel, c'était ici ? Non, Opal Paramodel, il est basé du côté de Boulogne-sur-Mer. Ok. Il a fait Mathieu, c'est un passionné de modélisme et de parapente. Et, il designait, fait toujours des voiles de parapente radiocommandées. Donc avec des petits pilotes qu'on lance à la main, etc. Et qu'on télécommande, quoi, comme un parapente, quoi. Et, voilà, parapente, paramoteur, voilà, on a fait ça. Et en fait, au fur et à mesure, tout est un peu imbriqué, l'histoire du char à cerf-volant, du parapente, voilà, on en est venu à faire ça. Je me suis fabriqué mon premier parapente aussi. On va en parler de ça, voilà. On peut en parler maintenant, vu que ça découle. À quel moment tu t'es dit, là, j'ai le niveau en parapente de voler avec une aile que je vais construire et le niveau de couture j'ai le niveau de couture de faire un parapente. C'est à quel moment que tu t'es dit, tiens, let's go, je fais tout ça, les planètes s'alignent. Je sais pas si j'avais vraiment le recul pour me dire j'avais le niveau d'en faire un. Mais pour moi, quand je faisais une voile de traction, voilà, et un parapente, niveau construction, quand tu regardes à l'intérieur, il y a beaucoup de similarités, quoi, entre l'un et l'autre. Donc voilà, la base, ça a été ça. J'ai fini par récupérer un profil d'une petite voile qu'on se servait en fait en bord de mer pour voler dans le vent fort, quoi, une mini voile, quoi. Et puis en fait, je me suis fabriqué ma première voile comme ça, quoi. La crevette. La crevette, tu l'avais appelée. Voilà, c'est ça. Nickel, c'est parfait. Et en gros, cette aile-là, tu t'étais dit, je vais voler avec, ou c'était plus par expérience pour faire une voile parce que tu t'étais dit c'est hyper intéressant. Non, j'avais vraiment envie de voler avec. Quand t'as, je sais plus, je dois avoir 15 ans, 16 ans, 17, je sais plus, quelque chose comme ça. Tu te fais une voile qui fait 16 mètres carrés dans ta chambre, à découper des patrons, etc. Que tu passes vraiment du temps, tu as envie de voler avec. Après, c'est pas à reproduire nécessairement, il faut quand même être prudent. J'ai déjà à ce moment-là, voilà, je n'ai pas décollé, j'ai pas sorti la voile, allez hop, on va faire un vol avec plein de dénivelé. Bon, là-bas, il n'y en a pas trop, mais c'était vraiment, pour moi, l'apprentissage, c'était vraiment, voilà, je fais ma voile, je joue avec, je joue dans du vent, dans beaucoup de vent, j'apprends à voir comment elle réagit.
et à faire des petites sauts de dunes, etc., à faire les premiers vols. Après, une fois qu'on est rassuré, à faire des fermetures au sol, hein, prendre tes avants, à tirer, à voir comment ça réagit, etc. Voilà, s'amuser à ras du sol. Et puis une fois que tu as fait ça, bon, allez, l'avantage du bord de mer, c'est que tu as quand même du vent qui est plutôt régulier, qui est laminaire. Et tu voles dans des conditions calmes comparé aux Alpes, quoi. Ouais, et puis tu peux tester plein de choses au sol, comme tu dis. Tu peux tester au sol et en bord de mer, voilà, dans des conditions calmes. Tu peux pas tester des manœuvres, des choses, des réactions de fermeture, mais c'était pas le but à l'époque, quoi. Et t'avais quelqu'un qui te vérifiait un peu ce que tu faisais, ou c'était en mode... Enfin, quelqu'un qui était un peu plus expérimenté sur le conception, ou tu disais, bon, là, je suis sûr de moi, et let's go, quoi. Non, j'ai personne qui me disait, faut faire comme ci, ou faut faire comme ça, quoi. J'ai regardé ce qu'il y avait dans les autres voiles, voilà, tu règles la voile, c'est sûr que, comparé à maintenant, effectivement, c'était peut-être un peu light, quoi, l'expérience que j'avais à l'époque. Mais bon, j'en ai peut-être pas nécessairement conscience à l'époque. C'est combien de temps le process un peu pour... parce qu'à l'époque, t'es un particulier, t'as pas d'entreprise ou quoi que ce soit, donc c'est quoi le process? C'est combien de temps aussi le processus pour créer une voile, juste pour qu'on ait une idée de... Parce qu'en fait, je pense qu'on les compte sur les doigts d'une main, les mecs qui ont fait une voile tout seuls dans leur coin en France. Tu pourrais nous faire un peu ce retour d'expérience sur... Je vais plus parler par rapport à une autre voile que j'ai fait par la suite. Mais j'ai travaillé une voile, ouais, je travaillais le soir en rentrant chez moi, faire de la couture, etc. Sur la deuxième voile où j'ai plus quantifié la chose, ouais, je pense que j'ai mis 150 heures, quoi, d'assemblage, de découpe, voilà, de petits détails, confectionner le suspentage, ça reste vraiment long, quoi. Après, ce qui était important, ce qui est toujours le cas que ce soit quelqu'un particulier ou même les fabricants, ils se font un cahier des charges, hein. Ma première voile, c'était une petite voile pour voler en bord de mer, pour voler dans du vent fort. Voilà, c'est une petite surface. Les autres voiles, après, étaient plus grandes, plus pour voler, quoi. Donc, tu fais un petit cahier des charges, quoi, si on peut dire ça. Et là, la deuxième voile, t'avais fait un truc tu voulais que ça vole plus en montagne, c'est ça? Parce que tu l'avais essayé ici, La deuxième voile, j'ai designé 3 voiles. Okay. J'ai fait que 3 voiles. La deuxième voile, c'était une voile que j'ai dessinée et que j'ai fait fabriquer à l'usine. Okay. Parce que je bossais chez Opal Paramodel. J'ai designé la voile avec le logiciel de dessin des parapentes radiocommandés. J'ai payé le proto. Mathieu était pas très chaud à l'époque pour faire ça. Voilà, m'a vendu une voile pour gonflage, hein. C'est vrai qu'il y a des problèmes de responsabilité, c'est toujours le cas. Hein. Ouais, et voilà, l'aile, elle était aux couleurs d'une voile qu'on utilisait en parapente radiocommandé. On s'en est servi un petit peu pour faire quelques images de com. Moi, je me suis payé mon proto, j'ai été content et voilà, quoi. Okay. C'était plus une voile pour voler. Ouais, c'était plus une voile pour voler, mais avec maintenant, c'était une voile avec un profil d'accro, de surface de crosse, mais voilà, c'était pas l'idéal, quoi. Okay. C'est une voile qui planait, mais elle se ralentissait peu, elle montait mal en thermique. Ouais, t'as pu te faire ta propre expérience de, ok, je conçois quelque chose, qu'est-ce que ça donne en l'air? C'est ça. Et ouais, c'est un boulot de designer. C'est un boulot de design. Après, un particulier, là, me suis amusé à me faire des voiles comme ça, 1, 2, 3 voiles. Après, c'est un peu ce que tout designer ou les marques ils font, hein. Ils dessinent une voile, ils font un cahier des charges, mais après ils refont des voiles, sur la même base, ils améliorent. C'est vrai que moi j'ai fait 3 voiles différentes, elles avaient leur avantage, leur inconvénient. J'aurais bien aimé continuer ou affiner ou continuer à faire du développement, quoi. Normal. Puis t'as pas forcément aussi on en parlait avec Hugo Chabou, le bagage de quelqu'un qui va te donner j'ai fait ça, ça marche pas, ça marche. Du coup, quand t'es tout seul, bah tu fais un peu ton truc et tu réfléchis que de ton côté. Pas évident. Et du coup, quand t'es venu dans les Alpes, tu faisais déjà de la compétition aussi, parce que là, on parle de ça parce que tu fais encore de la compétition à haut niveau là. C'est venu comment la compétition dans ton parcours de parapentiste en cross, quoi, du coup? Bah, j'en suis arrivé, en fait, quand je suis arrivé dans les Alpes, donc en bord de mer, je volais avec des voiles au-dessus de mon niveau, hein, faut dire ce qui est. Ouais. Je volais avec des voiles de compétition. Donc, des 3 lignes, hein, à l'époque, hein, des Aircross U4, des voiles 8 d'allongement, Aircross U3, voilà, de la Boom 7.
etc. Et puis après avoir volé un petit peu dans les Alpes avec ces voiles-là, je me suis rendu compte que j'avais pas le niveau, simplement, et je suis redescendu en catégorie. Ouais. Donc j'ai racheté une voile, une C, pour un équivalent de l'heure actuelle. J'en suis venu à faire mes premiers crosses avec, à vraiment profiter, à faire tout ce qu'un pilote dans les Alpes fait, l'apprentissage, partir d'un déco, explorer à droite, à gauche, voler à un autre endroit, et puis après connecter les ensemble pour faire des vols toujours de plus en plus longs. Et j'en suis venu à vouloir faire des compétitions. Et étant déjà compétiteur en char à cerf-volant, j'avais déjà ça un petit peu dans le sang, dans la tête, ouais, si on peut dire ça. Et la première compète que j'ai fait, c'est l'équivalent d'une, comment ils appellent ça maintenant, une compète, il dirait même fédéral 2, ou avant c'était en dessous du loisir, c'est pas découverte, je sais plus, j'ai fait à VRL, quoi. Je sais que la première compète, il y a eu une manche, j'ai fait la manche, je l'ai gagnée. Voilà, je sais pas, ça m'a tout de suite mis le pied à l'étrier. Le pied à l'étrier, l'eau à la bouche, j'ai envie de continuer, quoi. Ouais, ok. Et puis après, du coup, ton parcours en compétition, tu pourrais nous le raconter un petit peu sur... parce que moi, je me demande toujours comment tu passes d'une compétition loisir à la Coupe du Monde, enfin une manche de Coupe du Monde. Comment ça se passe? Parce que bon, aujourd'hui, la FFVL il y a des choses qui sont en train de réformer le circuit des compétitions. Ouais. Et est-ce que tu peux nous parler d'avant, comment c'était avant? Et puis là, aujourd'hui, si tu as d'autres informations plus claires à nous donner, peut-être les gens qui n'ont pas suivi ces histoires, peut-être... Il y a toujours eu des niveaux différents dans les compétitions. Il y a des niveaux d'entrée, si tu veux, un premier niveau, compétition normale, et plus ce qu'on a appelé jusqu'à récemment les élites, quoi. Ça va être des compétitions loisirs, sport et élite, si je ne me trompe pas. En fait, tu commençais par soit la loisir ou la sport, quoi. Et tu faisais des compétitions quand tu avais un certain nombre de points, ou tu avais fait quelques manches, tu avais le droit d'aller dans le niveau supérieur. Donc ça reste un peu, même sur le nouveau format qu'ils sont en train de mettre en place, ça reste la même chose, avec des différences un peu, voilà. Mais sur le principe des compétitions, ça reste pareil. Après, sur mon parcours en compétition, j'ai fait une loisir, j'ai fait une sport ensuite à la Clusa. Ouais, à la Clusa. Sport, t'es en C du coup? Ouais, c'est C&D en fait. C&D. Donc à l'époque, je volais en Trango, et là en XC2, et je volais, quand j'ai fait les premières compètes sport, je volais en D. Voilà, en END, en 777. Et en fait, j'ai fait les compètes, j'ai fait cette compétition-là, je me suis très bien classé. Sur une des deux manches, j'ai gagné une manche aussi. Puis j'ai continué à faire des compétitions à Gourdon ou autres, évoluer en matériel, à passer en 2 lignes en Enzo, ce qui m'a permis d'accéder aux Coupes du Monde, ça a été un peu prématurément, on peut dire, rapidement. Prématurément, je sais pas, mais quand même rapidement par rapport à la majorité des pilotes, c'est d'avoir participé à la pré-Coupe du Monde qui s'est passée aux Deux Alpes, et où j'ai gagné la pré-Coupe du Monde. Ok, c'est une pré-coupe, tu peux t'inscrire. Pré-Coupe du Monde, c'est sélection. Il y a quand même une sélection. Il peut quand même avoir une sélection s'il y a beaucoup de monde sur le classement, quoi. Donc le fait d'avoir fait des compétitions en France faisait que j'avais déjà un niveau français. Et la pré-Coupe du Monde, en gros, c'est une porte d'entrée pour obtenir une lettre qui te permet de te sélectionner, d'avoir un ordre de sélection, si tu veux, pour aller faire des épreuves de Coupe du Monde. En fait, la chance que j'ai eue quand même à cette époque-là, c'est qu'en gagnant la pré-Coupe du Monde, j'ai eu un A, donc la meilleure lettre qu'on peut avoir. Donc, j'avais qu'une lettre, il y avait un A, et la deuxième c'était un X. Un A et un X, en gros, pour être moins bon, il faut avoir un B en dessous. Un BA ou un AX, quoi. C'est dans l'ordre alphabétique. Donc en fait, j'ai pu faire des épreuves de Coupe du Monde et passer directement sur... j'ai fait que 2 épreuves de Coupe du Monde, mais faire 2 épreuves de Coupe du Monde avec des niveaux vraiment incroyables, quoi. Ça doit leur donner un niveau... Ouais, tu te rends compte que quand tu arrives là, tu as encore pas mal de choses à apprendre. Il y a toujours des choses à apprendre, mais c'est sûr que ça doit te remettre un peu... dois te poser des questions un petit peu par rapport à une compétition en France, sport, quoi, ou en France. Même si en France, moi je suis pas du tout entré dans ce milieu de compétition, mais j'ai l'impression quand même qu'on a un très très bon vivier de sportifs. Je pense que... Et ça, tu arriverais à l'expliquer, ce phénomène qui fait que en France on a quand même des bons athlètes?
on a la chance en France d'avoir le Pôle Espoir qui est à Font-Romeu, qui forme pas mal de jeunes qui veulent faire du sport-études en parapente, quoi. Ça peut amener aussi, il y a pas mal de jeunes qui sortent du sport-études. Les Meryl, les Constance, voilà, il y en a d'autres qui sortent du sport-études et qui sont de Font-Romeu, qui sont bons en parapente. Après, il y a un gros vivier de pilotes en France de parapente, quoi, et le niveau français est quand même pas mauvais, quoi, pour beaucoup de pilotes. Voilà, il reste quand même une grande disparité, effectivement, entre les pilotes de haut niveau et les pilotes loisirs, mais c'est pas, mais il y a quand même beaucoup de bons pilotes, quoi. Ouais, j'ai l'impression que même en dehors des compétiteurs, le niveau français, même en loisir, est plutôt élevé, quoi. Est plutôt élevé. Okay. C'est ça aussi qui peut amener à sortir des bons compétiteurs. C'est ça. Ouais, j'ai pas de réelle explication. Ouais, non, mais je m'étais dit si tu avais réfléchi à ça. Non, j'ai pas trop réfléchi, mais après, on a quand même en France chez Ozone, une équipe de concepteurs. On a les meilleurs pilotes du monde qui sont en France. Le fait qu'il y ait tous ces bons pilotes, Honorin, Luc, Jean-Louis, Baptiste, il y a un énorme vivier et ça entraîne. Ça reste des gens qui sont, même s'ils ils ont un super niveau et tu vas les voir, ils sont abordables, tu arrives à discuter avec eux et c'est pas tout le monde quand même. Ouais, c'est ça aussi. Il y a quand même du partage, quoi. Il y a du partage. Parce qu'en fait, sans ça, il y a pas de connexion qui se fait avec ceux qui viennent un peu d'en bas, des petites compétitions, et du coup, tu t'échanges pas forcément. Non, t'échanges pas. Et là, tu peux faire des compétitions, les croiser, discuter avec eux, leur poser des questions techniques, que ce soit sur leur matériel ou pas, ou ils vont te répondre, ils sont super ouverts, quoi. Il y a une transmission qui se fait, et enfin, c'est ça que je voulais savoir, vu que j'ai pas fait de compétition, c'est est-ce que entre athlètes français, ça transmet, et je sais que Mathilde m'en avait parlé. Que dès qu'elle avait besoin d'un peu d'aide aussi, elle nous avait dit, elle m'avait dit, poser la question. Puis moi, j'ai fait pas mal un parallèle avec Honorin. Honorin est un extraterrestre, par moi, je suis pas mauvais, mais voilà, c'est un mec qui vient de Normandie, quoi. Oui. Voilà, donc je sais que ça donnait un parallèle, un peu une envie de le connaître, le croiser peut-être un peu plus, mais. Puis c'est une inspiration aussi, parce que tu te dis, le gars, il vient pas de la montagne, il poudre tout le monde. C'est excellent. Pour la compétition, je pense que on a fait un peu le tour, mais il y a la compétition, il y a l'ambition que tu as mis dedans, et aujourd'hui, tu as ouvert ta boîte Rudler. Ouais. Pour moi, être entrepreneur comme ça, c'est aussi une ambition professionnelle. Qu'est-ce qui t'a amené à avoir cette ambition et l'envie d'ouvrir ton atelier de réparation, de révision? Et on est sur de la haute compétition, et là on est sur un peu de la haute couture, parce que je pense que tout le monde ne coupe pas comme toi. Ceux qui ont réparé les voiles chez toi peuvent le dire. Est-ce que tu arrives à nous faire un peu l'historique? Ouais, de comment j'en suis venu à ouvrir l'atelier, quoi. Il y a eu une première idée quand j'étais dans le nord de la France avec un copain ou deux, de réfléchir, de dire faire un atelier, etc. Parce qu'effectivement, le côté couture m'a toujours intéressé, couture, conception, réparation. C'était pas vraiment, c'était pas le bon endroit pour faire ça, quoi. Et je suis arrivé dans les Alpes en changeant de boulot, quoi. En arrivant dans les Alpes, je me suis mis de plus en plus à voler, et puis un coup, les copains m'ont vu débarquer avec ma voile que j'avais fabriquée, et puis ça s'est su un petit peu, et un copain, j'ai fait un trou dans ma voile, tu peux pas me la réparer? Bon, j'ai le tissu, là, bon, vas-y, donne, je le fais, et puis, ça serait bien que tu lances ta boîte, ton truc, c'est quand même pas moche ce que t'as fait, quoi. Et on va dire, il y a une personne qui m'a motivé vraiment dans ça, quoi, de me dire, allez, je commence quelque chose. Après, quand t'as pas d'expérience, que t'es pas entrepreneur, que t'as toujours été salarié, t'as plein de questions, t'as un million de questions, comment ça fonctionne là, et puis bon, tu t'y mets doucement. Et j'en suis venu, j'ai créé l'atelier en 2018. En 2018, ouais. Donc ça fait j'ai commencé à faire les premières répas en 2018, pour des copains à droite à gauche, un petit peu comme ça, pour filer un coup de main. Contre un billet, faut dire ce qui est, et puis en fait, au bout d'un moment, il faut se lancer, et voilà, je crée un statut simple d'auto-entrepreneur, et puis je m'assure, et puis à cette période-là, voilà,
On venait de trouver une maison avec mon ex-conjointe et dans le critère d'achat de la maison, il y avait il faut un espace pour que je puisse faire un atelier, bricoler au moins pour moi, quoi. Donc, tu as commencé à bricoler à la maison. Voilà, ça a commencé à bricoler pour moi et en fait, j'en suis venu à créer l'atelier à ce moment-là, quoi. Donc c'est parti de chez toi et à quel moment tu t'es dit là je peux plus faire chez moi, il y a trop de voiles, faut que je sorte là, faut que je sorte. J'ai travaillé quand même presque 4 ans chez moi. Okay. Voilà, dans un espace vraiment très réduit, où ça m'empêchait pas de travailler correctement, mais beaucoup moins efficacement qu'à l'heure actuelle. Et j'étais salarié en parallèle, donc je travaillais le week-end, en fait, je faisais des bricoles pour les copains, puis au fur et à mesure qu'il y a de l'ampleur, voilà, à un moment, j'ai fini par en discuter avec mon patron de l'époque, et on a aménagé mon contrat, quoi. Donc je travaillais 4 jours par semaine, et j'avais une journée, voilà, et puis à un moment, en fait, je voyais que j'avais de plus en plus de demandes, j'arrivais plus à suivre, avec mon boulot de salarié, j'ai fini par démissionner, quoi, et puis me lancer, quoi. Voilà. Et dans le lancement, je suppose que tu as dû glaner un peu des informations de partout. Tu as eu quelqu'un qui t'a aidé particulièrement, ou tu as fait tout par empirisme, ou vous êtes un peu appelé entre ateliers, bon, comment on fait ça? Parce que après, je sais qu'on va en reparler après pour le paracheck, mais maintenant ça centralise un peu tout le monde. Mais avant qu'il y ait ça, comment tu faisais pour dire, bon, je fais les choses bien? Et comment il fait l'autre? Est-ce que tu regardes? Tu contactes les fabricants, tu demandes des infos, tu regardes les manuels d'utilisation, ce que les instructions de contrôle. Tu discutes. Bon, à l'époque, le seul qu'il y avait dans le coin, c'était Philippe Vagnon de InShop, voilà, qui tu pouvais discuter assez ouvertement avec lui. Voilà, il voyait bien que je bricolais un peu dans mon coin, etc. Il n'a jamais toujours été aussi dans la transmission un peu d'infos, quoi. Et c'est vrai que c'est compliqué de se dire je me lance si t'as pas d'expérience, quoi. C'est vrai que le parallèle, il n'y a pas de formation à l'heure actuelle pour devenir réviseur de voile. Il y a quelques petites formations d'une semaine qui sont à l'étranger, mais ça te donne pas vraiment. Ça te donne, voilà, la recette de base, mais faut franchement avoir rencontré de l'expérience. Plutôt, ce qui m'a permis, j'ai un parcours un peu particulier, ce qui m'a permis de créer l'atelier avec quand même assez de sérénité, c'est d'avoir un bon bagage technique au niveau couture, au niveau réflexion, même si j'ai pas de marque de parapente, mais conception, pour pas faire des bêtises, quoi, parce que tu peux vite en faire une, quoi. Voilà, faut être sûr de ton truc. Quand tu te fais un suspentage, au début c'était pour moi, t'étais pas sur les premiers que j'ai fait. Finalement, c'est comme le fabricant, mais c'est toi qui l'as fait, t'es pas nécessairement confiant. En fait, avec l'expérience que t'acquiers, t'es de plus en plus confiant. Donc, c'est vrai que j'ai pas eu de formation directe, quoi, pour faire de la révision de voile. Mais tout le parcours que j'ai eu avant d'ouvrier voilier, où j'ai fait une formation d'1 an à prendre un coup de dévoile de bateau, à réfléchir sur les dégressivités des renforts, Moi, ce qui m'intéressait beaucoup à ce moment-là, c'était sur le dessin des voiles. C'est-à-dire qu'on dessinait les voiles, le formateur était à l'ancienne, il faisait dessiner des voiles à la main, sur des tables, tout en faisant on translatait les creux, voilà, pour mesurer à échelle réduite, et on les remettait à échelle 1 pour dire qu'il faut mettre autant de millimètres de pince d'un côté de l'autre pour donner la forme à la voile. Donc voilà, je suis pas arrivé là non plus oui, par hasard, sans rien, quoi. Ouais, bien sûr. De toute façon, sur la couture, je pense que tu arrives pas comme ça par hasard à recoudre des panneaux, à recoudre une voile, une demi-aile. C'est ça. Ça arrive pas comme ça. On faisait des voiles de parapentrage commandé, et pour le char à cerf-volant, j'ai designé des voiles de char à cerf-volant. Ouais. C'est moi qui ai fait le dessin complètement. Et t'apprends, tu fais des erreurs. Et en fait, la grosse erreur qu'on a fait à cette époque-là, c'est que effectivement, sur le circuit, j'étais le meilleur pilote français. Et le design des voiles, on va dire, était un peu trop adapté. Pas complètement, mais un peu trop adapté à mon style de pilotage ou à ma manière de rouler en char à cerf-volant. Et on n'a pas assez comparé avec la concurrence. Et je me suis retrouvé effectivement dans une posture de aller faire des compètes, en ayant vendu des voiles avec des gens qui te demandent là. Et puis moi, je continue à faire évoluer mes voiles. Ouais. Les voiles, voilà, pour moi, il y a toujours de l'amélioration. Je me faisais des nouveaux supportages, je faisais tester des nouvelles choses. Et en fait.
voilà, les gens le voyaient, l'évolution que je faisais. J'étais un peu trop transparent, si on veut, et comprenaient pas pourquoi mes voiles marchaient mieux encore que les leurs. Et en fait, je me retrouvais avec des gens là qui me demandaient tu peux me régler, voilà. Et en fait, tout le temps avoir des demandes d'attention, des voilà, etc. En fait, ça m'a usé quoi un peu. J'avais moins envie. Voilà, j'ai eu moins envie en sortant de là. Quelques années après, quand je suis parti avec d'Opal, voilà, j'avais plus envie de. J'ai plus cousu et plus touché de machine à coudre, je pense, pendant 2 ans et demi, 3 ans. Ok. Ah ouais, t'as fait vraiment autre chose. J'ai fait un break, quoi. Voilà, c'est pour ça, en fait, il faut pas. Ce que je fais à l'atelier, je suis quelqu'un qui marche beaucoup avec la passion. S'il y a quelque chose que j'aime pas, je le fais pas. Ça, c'est difficile de me faire avancer. Mais quand j'ai pas envie. Mais voilà, je suis passionné. Mais j'apprends à mettre des barrières, un peu comme je disais tout à l'heure, à mettre des barrières entre ma vie professionnelle et ma vie perso. C'est important. Après, j'aime bien croiser des copains ou des clients, ça me dérange pas, voilà. Mais quand je vais voler, je vais voler pour comme toi, comme n'importe qui pour m'amuser, quoi. Puis c'est la passion avant tout, quoi. C'est ça. Ça en découle de vivre de ta passion avec le métier voilà, que tu crées, quoi. Plein de choses. Voilà, je suis arrivé dans les Alpes, je fais plein de choses, mais avec le vent, je fais du kite, je fais du kitefall, je fais du snow kite, j'en fais toujours. Et puis tu répares, du coup. Voilà, je fais du windsurf, je fais le chemin inverse, j'ai fait du kite, du fall, et je fais un peu de windsurf, je remonte le temps. Je touche un peu à tout, un peu de wingfoil, du parapente, j'ai fait de l'accro, mais j'ai survolé les choses, voilà, les choses de base, des crocs, des sats, des hélis, et puis voilà, mais j'aime bien toucher un peu à tout, quoi. J'aime bien toucher un peu à tout. Je suis un peu à touche à tout. Quand j'étais en bord de mer, je faisais de la voile habitable, de la voile légère. Je continue à faire de la voile légère un peu sur lac, mais c'est pas la même chose que la mer ici. Et puis, voile habitable, voile légère, du speedsail, du char à voile, en fait, tout ce qui est avec le vent, en fait, à partir du moment, là, parce que c'est effectivement, on n'a pas discuté, j'ai vu les podcasts précédents que tu as fait, où tu discutais avec Hugo, qui parlait aussi de la similitude entre le kite et le parapente, et en fait, ce qui m'a permis d'être plutôt bon pilote assez rapidement, c'est ce parallèle, quoi. Tu pilotes une voile de char à cerf-volant, à l'attaque, bam, tu la bloques. Le parapente, elle fait pareil. Sauf que la voile, t'as des lignes, elle fait ça. Loin devant toi, 20 mètres devant toi, 15-20 mètres devant toi, ça dépend des longueurs de ligne, mais à l'attaque, tu la bloques, voilà, elle ferme, tu la rouvres. En fait, en parapente, c'est similaire, sauf que t'es en dessous. T'as quand même beaucoup de similitudes l'un avec l'autre. Sur ce que Hugo, sur ce qu'Hugo disait, je me suis beaucoup retrouvé, quoi. Sur le fait du pilotage au sol amène des compétences non négligeables, quoi. Et la passion, de toucher à tout, quoi. C'est la passion, voilà. En fait, ça se connecte, tout ça. C'est un peu ils appellent ça cross-training en anglais. Là. Toutes tes compétences dans chaque sport s'entrecroisent, quoi. Et en fait, ça te donne après des compétences tu peux progresser vite, quoi. C'est ça. Et la condition physique, quand je suis arrivé dans les Alpes, j'étais bien plus lourd, quoi. Voilà, je me suis mis à faire plus de sport, etc. J'ai continué les compétitions quelques années quand je suis arrivé dans les Alpes à faire du char à cerf-volant, à traverser la France 4-5 fois par an, où j'avais plus qu'aux compètes. Je faisais 4 compètes par an, 5 compètes par an, où je traversais la France. En fait, voilà, c'est des compétences qui se croisent. J'améliore ma condition physique. Je me suis rendu compte qu'en améliorant ma condition physique, à courir, à faire de la rando, là, on arrive dans les Alpes. Je faisais une compète, j'étais en meilleure forme. Je voyais les copains, ils faisaient 3 manches, 4 manches. Là, ils tiraient la langue. Moi, j'en veux encore. J'avais encore faim, quoi. Voilà. Première rando dans les Alpes à Saint-Hilaire, grosse sellette, une grosse cortelle, une grosse aircross bien lourde. On part d'en bas, on monte en haut des pistes. Je suis arrivé en haut, j'avais des crampes partout, je savais plus marcher, quoi. C'est les débuts quand t'arrives du plat pays et que t'arrives dans les montagnes, ça pique un peu au début. Ça pique un peu au début, clairement. Voilà. Ok, on retiendra la passion du coup pour tout ce qui vole et puis. Tout ce qui vole, tout ce qu'on peut jouer avec le vent, moi ça me plaît, quoi. Hyper intéressant, trop cool. Est-ce que tu arriveras à nous dire quel matériau vit mieux qu'un autre avec l'expérience que tu as là depuis 2018 pour donner un peu des conseils aux gens sans citer de marque, mais plus en disant maintenant j'ai l'expérience de dire j'ai vu passer tant de voiles, ce matériau-là il est bien, tu vois. En fait, on peut catégoriser ça sur les suspentes et sur les tissus. On va parler déjà des suspentes. De manière générale, les suspentes, vous avez deux types
2 types de suspentes. Il y a des suspentes en aramide, voilà, du Kevlar, et des suspentes en Dynéma. Les suspentes en aramide c'est une super suspente, hein, l'aramide, hein, un peu ma préférée, on en viendra après. C'est une suspente qui bouge très peu au niveau des dimensions, etc., et qui est vraiment costaud. Le Dynéma, par contre, il perdra pas du tout, quasiment pas, on va dire pas du tout, c'est pas vrai, quasiment pas en résistance dans le temps. Par contre, il nécessitera d'être, par exemple, si vous avez une voile avec un suspentage entièrement en Dynéma, votre voile nécessitera plus souvent un calage, un réglage de votre voile. Voilà. Après, au sein des 2 matériaux, aramide et Dynéma, vous avez des suspentes qui sont gainées ou non gainées. En fait, les suspentes en aramide dégainées, à l'heure actuelle, c'est ce que vous avez sur les voiles de compétition, les C, ou même maintenant sur les B, de plus en plus. C'est la suspente 4x4 qui passe partout, pas increvable, mais c'est le meilleur matériau qui existe à l'heure actuelle. Surtout avec les dernières références qu'on a eues récemment, qui sont encore plus enduites, plus protégées. Voilà, on a vraiment quelque chose de top, où ça bouge quand même peu au niveau des longueurs. Et les suspentes en aramide gainée, qui sont pas mal pour des voiles qui ont des usages qui peuvent avoir pour un usage un peu intensif sur les biplaces ou sur des voiles écoles des fois, parce on a des grandes longueurs, ils bougent peu en longueur dans le temps, mais l'inconvénient c'est qu'ils sont protégés par la gaine, c'est surtout ça leur avantage, quoi. C'est-à-dire que si sur un déco un peu abrasif, etc., le problème de l'aramide dégainée, c'est que si tu t'accroches à un petit arbuste ou quelque chose, la fibre elle sort, faut changer la suspente, c'est pas hyper pratique. Voilà, où à partir du moment où la suspente est gainée, l'âme à l'intérieur qui fait la résistance de la suspente, elle est protégée. C'est mieux, quoi, pour des usages un peu d'apprentissage ou certains usages intensifs. L'inconvénient, quand on a un usage d'une suspente gainée en aramide sur des voiles où on a un usage intensif, c'est qu'on a une perte de résistance dans le temps. La manipulation des suspentes, le fait de plier la voile, l'utiliser, gonfler, etc., ça vient faire perdre la résistance dans le temps, et souvent on doit changer des morceaux de suspentage ou des suspentage complets, ça dépend, à certains moments de la vie. Si on fait la même chose avec des suspentes en Dynéma, la dégainée, la même caractéristique que l'aramide, elle va rester vachement longtemps dans le temps, perdre peu en résistance. Par contre, elle va bouger en longueur. Elle va être quand elle est pas très usée, elle va être très peu sensible à ce que la fibre sorte, quoi, parce qu'elle est un peu plus enduite. Et les suspentes en Dynéma gainée, c'est une super suspente, mais elle bouge beaucoup en longueur, en fait, quoi. Moi, à l'heure actuelle, je devrais choisir une voile, si je suis un pilote de cross ou de loisirs, que j'ai des décos qui sont plutôt propres, je vais choisir une voile entièrement dégainée en aramide, j'aurai quelque chose de plus costaud. Certains fabricants, ils mettent des gros diamètres, ils s'en fichent que vous perdiez 0,5 points de finesse, ce que vous voulez, vous le calculez comme vous voulez, mais voilà, mais vous avez des suspendages pas increvables, mais pas loin. Et si j'aurais un usage un peu intensif école, je m'amuserais à mettre du Dynéma en bas et puis de l'aramide sur le reste, parce que les suspentes que tu vas manipuler beaucoup, tu vas faire beaucoup de gonflage, etc., elles perdront peu en résistance dans le temps, et tu auras quelque chose qui sera durable, quoi. Voilà. Au niveau du tissu, tu disais, il y a des tissus qui perdent plus en porosité, en déchirure. Ouais. Il y a des choses que tu as remarquées. Alors on a sans entrer trop forcément on a deux tissus principaux. Voilà, on a des tissus qui sont un peu plus siliconés, on a des tissus un peu plus classiques qui sont fabriqués en France, sans citer de marque. L'avantage de l'un, c'est que les tissus un peu moins siliconés vont être plus vont garder une meilleure résistance à déchirure dans le temps pour cette marque-là, et vont un peu moins se déformer. Les autres tissus vont garder une très bonne porosité, mais on va avoir tendance sur les tissus très light surtout, à garder une porosité très bonne très longtemps, et on va plus voir l'usure par la résistance à la déchirure qui diminue. Voilà. Mais après il y en existe plein, hein, que ce soit Jean a sa marque de tissu, il y en a plein en fait, hein, il y a au moins 4 ou 5 marques de tissus qui existent, mais il y en a deux marques principales qui sont utilisées. Hein. Et aujourd'hui, quand t'as quelqu'un qui arrive dans l'atelier, parce qu'il y a peut-être des gens qui écoutent qui n'ont jamais ramené leur voile dans un atelier de réparation. Qu'est-ce que tu fais exactement, toi, ici à Roedeler, sur... il y a inspection simple et puis inspection complète. Révision périodique, ouais. Révision périodique, comme la FFL. Ouais. Qu'est-ce que vous faites, en fait, exactement comme...
Alors en fait, quand on fait une révision, que ce soit, on va partir sur une révision périodique, donc la complète. En fait, on va faire une partie inspection. Ça se comporte en 3 volets d'inspection. Une inspection mécanique, une inspection géométrique, un calage, et une inspection visuelle et tactile des tissus. L'inspection mécanique, on va venir faire la porosité des tissus, mesurer l'étanchéité des tissus avec un appareil, avec un porosimètre, pour voir voilà si le tissu il est suffisamment étanche. Voilà, on va vérifier sa perméabilité à l'air. Ensuite, on va faire un test de résistance à la déchirure avec une aiguille, avec un mètre-sommetaire, on appelle ça. Venir vérifier que le tissu, il résiste, le ripstop du tissu résiste suffisamment à la déchirure. Et ensuite, donc ça c'est la partie tissu. Après, sur la partie suspente, on va venir échantillonner, prendre des suspentes, une basse, une intermédiaire et une haute, les démonter, les mesurer, et ensuite les monter en charge et les casser. Parce qu'à l'heure actuelle, le seul moyen de vérifier l'état des suspentes, c'est de faire un test destructif, où on va venir mettre en charge la suspente sur un treuil avec un peson, un capteur d'un côté, et on va venir la monter en tension jusqu'à temps qu'elle casse. Ça nous permet de voir à quel niveau de résistance elle est. Et par échantillonnage, on considère que cette suspente est représentative du reste du suspentage, et on en donne un état, quoi. Voilà. Et ensuite, quand on a fait cette inspection, cette partie mécanique, on va dire, donc moi je fais les choses dans un certain ordre qui fait qu'à un moment, si ça passe pas la porosité, si ça passe pas la résistance à la déchirure, on appelle le client, on dit bah voilà, il y a ça qui va pas. La seule chose sur laquelle on peut intervenir, c'est changer les suspentes. Si le suspentage est mort, ça change. Voilà, on en discute selon l'âge, l'état de la voile, etc. Et après, on vient faire, on peut venir faire le calage. On va venir vérifier avec un télémètre laser toutes les longueurs des suspentes. Donc on mesure tout, absolument toutes les suspentes. Super important. Tous les avant, les B, les C, voilà, le nombre de rangées qu'il y a. Et c'est le plus important de ce qu'on fait au niveau du réglage du parapente. Les compétiteurs le savent. Moi, j'aime bien régler une doline, ça me plaît plus que régler une voile école. On va en parler, d'ailleurs, on peut s'arrêter en même temps que tu expliques les volets. Sur le calage, t'en parles justement. Je sais que t'as quand même pas mal de gens qui viennent de la compétition chez toi, ils viennent chez toi. Comment t'expliques ça? Est-ce que toi, tu t'as vraiment ce volet-là, justement, on s'arrête juste 2 minutes là-dessus. C'est quelque chose que tu as appliqué, je suppose, pour toi, parce que tu faisais de la compétition, tu t'es dit, je veux régler le truc. Comment ça arrivé exactement tu le règles aussi bien? En fait, quand tu fais de la compétition à un certain niveau, si tu vas avec ta voile et que tu n'as rien mesuré, tu te rends compte que en fait, que je m'en suis rendu compte en faisant du char à cerf-volant. Je vais te donner l'anecdote. J'avais le même matériel que les autres. J'avais une voile char à cerf-volant, j'avais le même char, là. Et je comprenais pas comment les mecs, ils arrivaient à remonter mieux au vent quand il y avait des rafales en char à cerf-volant, donc des survents, des moments qui te donnent plus de puissance. Les mecs, ils avançaient, moi, je dérapais. Et sur un championnat du monde, en fait, je me suis mis il y a un jour où il n'y avait pas de vent, à mettre mes voiles par terre, à démonter le suspentage, à faire des loops dans les voiles, à faire à faire des réglages, à me dire, ça va marcher, ça va là. Tous les mecs, ils hallucinaient. Qu'est-ce qu'il fout avec ces voiles? Hop, on a repris la compète, j'ai fini vice-champion du monde. Ok, ça peut être utile. Ça peut être utile. Et en fait, t'en parles à n'importe quel pilote de haut niveau, Honorin, Damien, Patou, Pierre Anou, même Mathilde, voilà, c'est des bons pilotes. Quand t'arrives à avoir un certain niveau de pilotage, et même pas que, même sur des clients qui ont des voiles plus classiques, quand tu règles une voile, tu te rends compte qu'elle va mieux. Donc le réglage est super important. C'est comme un instrument qui serait désaccordé, quoi. Il fonctionne, mais il fait du son, voilà, il fait mais c'est pas joli, quoi. Et le fait de régler la voile te permet d'avoir une voile qui glisse mieux, qui vole mieux. C'est d'autant plus sensible que la voile est performante et allongée. Mais en fait, même des clients, parce que tu me parlais que des voiles de compète, mais il n'y a pas que les voiles de compète. J'ai des clients, moi, ça me plaît quand un client, voilà, tu règles la voile et le changement, il est lent et vicieux, donc faut faire attention. On s'en rend pas compte. Je pense à des pilotes volants Zeolite qui ont des type personne type Julien, voilà, qui ont des lent et vicieux, on a dit le changement. Voilà, non, qui ont des voiles, qui ont par exemple des voiles et le changement se fait lentement. Et quand on règle la voile, le pilote repart et on dit attention, on a fait des gros changements sur ta voile. Des petits changements, effectivement, on va pas nécessairement le sentir, ou le pilote va pas être sensible pour le sentir. Le pilote repart voler avec sa voile, il fait elle vole carrément mieux, quoi. Ouais, puis c'est comme le gars qui va t'apporter sa voile, elle est complètement sur le cul et en fait il n'arrive pas à gonfler.
et puis tu la remets en avant et juste le gonflage, donc ça peut être pour toutes les voiles en fait, c'est pas que pour la pour toutes les voiles. En fait, c'est vraiment, là on a digressé un peu sur la compète, mais en fait c'est pour toutes les voiles. Ouais, bien sûr. C'est juste que quand tu vas faire un réglage sur une voile de compétition, la corde du parapente elle est plus petite, tu fais 8-10 mm de réglage sur une voile, sur 1 mètre, standardiser les choses, si tu fais sur 2 mètres et que si tu fais sur 1 mètre, t'auras pas la même incidence, quoi. Sur une voile école moins allongée, faut vraiment faire pas mal de réglages pour que le pilote commence à s'en rendre compte. Moi, j'ai 2 pilotes que je suis, des copains, là, on fait les calages, on est à 3-4 mm près, et la voile, elle vole pas pareil, ils ont la sensibilité, ils le savent, quoi. Je parlais des compétitions surtout aussi parce que avec Hugo, on en parlait dans le premier podcast, c'est cette histoire de tuning un peu, où en fait, tu peux régler la voile en disant bon bah là je reste sur les mesures constructeurs entre guillemets, mais en fait on peut aussi venir chez toi presque comme un préparateur, c'est ça, et dire comment tu peux me la mettre un peu cabreuse, un peu, c'est ça, et parce que je suppose que tu fais pas ça sur des voiles en B, mais en tout cas dans la compétition c'est-à-dire que le règlement pour les pilotes de haut niveau, pour les voiles la classe CCC, il permet de régler la voile jusqu'à 20 mm maintenant, 2 cm du réglage du constructeur. C'est-à-dire que ta voile, t'as une Enzo, parler de la voile de compète, une des voiles de compétition, même une X1 de référence à l'heure actuelle, la règle neutre, normale, elle vole, tu la mets 10 mm en avant, c'est pas la même aile. Tu la mets 20, franchement, ça attaque, quoi. Hein. Voilà, donc c'est voilà. Sur des voiles catégorie plus basse, A, B, C, D, en fait, on n'a pas le droit d'être à plus de 10 mm, quoi. Voilà, c'est à 10 mm. Voilà. Le fabricant recommande à 10 mm. Voilà. En général, ces demandes, on va dire, un peu de préparation, si on peut reprendre ton terme de tuning, on va plus l'avoir sur les gens qui volent avec des dés ou des voiles de compétition, quoi. Ouais, on parlait de ça vraiment sur des deux lignes C, comme il y a à l'heure actuelle. On a fait le test avec quelques pilotes qui me disaient je veux un peu ça, je leur ai réglé un petit peu, tout en restant dans la tolérance des 10 mm. Ils n'ont pas vu gros changements. C'est des voiles qui ont des allongements plus petits et c'est pas encore à leur niveau. Ils n'ont pas réussi à capter la différence, quoi. C'est pas ça qui fait la différence. Ok, pour le volet calage, le troisième volet, c'était donc du coup plutôt toute la partie visuelle, inspection, voilà, sur le contrôle complet. Donc moi, l'inspection simple, je m'arrête là. Je fais pas de partie, je fais pas d'inspection visuelle, je regarde pas la voile. Et quand vous faites une révision périodique, voilà, moi je fais la dernière partie. On va venir vérifier toutes les suspentes une par une sous les doigts. Vérifier qu'il n'y ait pas un coup, un accroc dans la suspente, au niveau des maillons, si le maillon si la suspente elle est pas un peu usée. Si les maillons sont serrés, si vos poulies d'accélérateur elles sont en bon état, les drisses, voilà, tout ce qu'on peut vérifier tout ce qui doit être vérifié pour que vous puissiez voler en sécurité, quoi. Sur les élévateurs, les suspentes. Et aussi, quand on remonte au niveau de l'aile, on va regarder les pattes d'attache, qu'il n'y ait pas de souci de déchirure, d'amorce, de rupture de pattes d'attache comme il y a pu avoir. On va regarder tout ce qui est jonc, super important, jonc des bords d'attaque, l'endroit où les tissus frottent par terre, où il peut y avoir des déchirures. On va regarder le bord de fuite, prendre le bord de fuite, bien le temps de regarder toutes les coutures, les mini-ribs, les petits bouts de profil. On a des coutures parfois sur les fabricants externes, que rien n'est abîmé. Le bord de fuite, regarder voilà toutes les suspentes, un peu tout ça, vérifier que c'est en bon état. Et une fois qu'on a fait ça, ici à l'atelier, on suspend pas les voiles pour faire l'inspection visuelle. S'il y a d'autres techniques, on peut suspendre la voile, mettre de la lumière derrière, etc. Nous, on est passé sur une table lumineuse. Sur une table lumineuse, ça permet, ça a des avantages et des inconvénients. L'inconvénient, c'est qu'on doit passer la voile sur l'extrado et sur l'intrado pour vraiment voir l'intégralité de l'aile. Quand on la suspend, si on a de la lumière d'un côté, on allume d'un côté, on allume de l'autre. Voilà, on peut voir la voile directement. L'avantage de la table lumineuse, c'est que pour toutes les parties qui sont pas bien plates hors bord d'attaque, où on doit faire une inspection spécifique en regardant l'aile, on voit tous les petits trous, quoi. Un trou d'1 millimètre, 2 millimètres, voilà, 2 millimètres, ça se voit, quoi. Un peu plus précis sur une table, parce que tu peux plus coller. Voilà, c'est ça. Tu peux plus plaquer, coller la voile, regarder les coutures. Tu vois l'intérieur de l'aile, toute la structure interne. Mettons un pilote qui a fait un sieve, ça arrive régulièrement. On le voit surtout, sur le printemps, l'automne, quoi, quand il y a des sieves dans la région. Une diagonale qui a cassé sur un effort violent, le bout de tissu vole à l'intérieur, on la passe à la table lumineuse, on le voit. Voilà, ça se voit bien, quoi. Sur les 3 volets là dont tu parles,
c'est où que tu, entre guillemets, réformes le plus de voiles? Parce que je dis réforme parce qu'en fait, même si tu me réformes, moi je pourrais toujours décider d'aller voler avec, mais toi, tu prends plus la responsabilité en tant qu'atelier de valider la voile. C'est quelle partie où ça pêche le plus pour les voiles récentes, parce que pour les vieilles voiles qui ont 30 ans, je me doute. Les critères de réforme, ils sont définis par les fabricants. Et si les fabricants ne donnent pas d'instruction, par le nouveau document qui est sorti de l'association des fabricants, la PMA, qui nous donne un minimum, qui est quand même assez complet, mais qui nous donne un minimum d'instructions, comment évaluer les états, ou comment dire la voile elle est bonne ou elle est pas bonne, quoi. Si le fabricant n'existe plus, on va se baser sur ce document-là. Si l'info officielle n'existe pas, sinon on va se baser sur les documents de constructeurs. Après, qu'est-ce qui à l'heure actuelle, il n'y a pas de. Ce qui peut amener plus facilement une réforme, c'est la baisse de résistance des suspentes. Par exemple, pour les suspentes gainées en aramide, etc. C'est un des principaux critères. Parce que c'est vraiment la seule chose qu'on peut remplacer pour permettre à la voile de voler plus longtemps. Une voile qui arriverait avec un tissu usé, avec des trous là, avec beaucoup de trous, ou avec des valeurs de porosité vraiment faibles. Si le fabricant nous donne pas un aval, voilà, si on a un doute, on leur fait un mail, on leur demande, ne nous donne pas un aval, dire la voile, on est un peu limite, mais ça passe. Voilà, on respecte les valeurs de réforme, quoi. Mais principalement, c'est les suspentes. Ou sur les voiles très légères, sur certains types de tissus, ça peut être la résistance à la déchirure, mais c'est quand même assez rare, quoi. Plus rare. Et tu parles de porosité. La porosité, si la voile elle est toute bonne partout, qu'elle a plus du tout, qu'elle est très mauvaise en porosité, est-ce que ça amène de la dangerosité pour le pilote? Alors une voile qui est poreuse dans le vol, une voile qui est poreuse pour avoir des comportements dangereux en vol. C'était d'autant plus vrai sur des voiles anciennes, d'ancienne génération, où en fait la porosité c'est quelque chose qui est très discuté ou critiquable, dans le sens où on mesure l'étanchéité du tissu, voilà, mais ce que tout atelier aimerait bien mesurer, là, c'est de dire, le tissu peut être étanche, mais la voile pourrait être déformée. Pour avoir volé mal ou pas comme à l'origine, on va dire. On a la chance quand même d'avoir des voiles de parapente, même j'en ai vu qui étaient vraiment pas belles en vol, et on a des vitesses de vol qui sont relativement lentes, et ça vole. On aurait la même chose sur des avions, là, ça volerait pas, quoi. Et donc la porosité, c'est un des critères de réforme. C'est pas le seul. À l'heure actuelle, je suis pas certain que ce soit encore le plus important, mais ça reste un critère non négligeable. C'est la seule chose qui permet de te dire, le tissu il a beaucoup servi ou il a pas beaucoup servi. Et on sait quand même que une voile qui est poreuse, vraiment très poreuse, qui a servi en usage. Je parle pas d'une voile neuve, parce que voilà, il y a des fabricants qui ont fait des voiles poreuses neuves, elles volent. Voilà, mais il y a des comportements en vol qui sont pas voilà, les basses vitesses qui sont affectées, en enroulant thermique, voilà, le bout d'aile qui a tendance à reculer, qui se dépressurise ou qui peut remettre peut-être plus de temps à regonfler. Il y a quand même une incidence, une voile qui est vieille, vous allez la déballer sur un déco un peu humide, le tissu, l'induction, c'est une espèce de résine qui est appliquée sur le tissu des deux côtés, double induction, simple induction des deux côtés, ça dépend vraiment du fabricant, et qui donne aussi un peu une étanchéité au tissu. Et le tissu, il y a plus cette résine là au-dessus, vous posez une vieille voile, par exemple sur un terrain humide, la flotte, le tissu boit toute la flotte, la voile elle est lourde, elle est humide, quoi. Okay. Ouais, ça devient. Il part, voilà, c'est pas. En fait, c'est un point qui est vraiment difficile à donner. Quand la porosité est faible, on se méfie. Il pourra avoir des comportements dangereux. Ce qui pourrait être complémentaire, voilà, si on a vraiment un doute, c'est faire un test en vol, quoi. Sur certaines manœuvres, on va dire, faut vraiment, voilà, certains ateliers le font, tester la plage de vitesse de la voile, voilà, voler, accélérer à fond, voir les basses vitesses. Faut que la voile elle revole, quoi. Faut qu'un pilote, quand il freine, il tourne, il soit en thermique. Ça, ouais, elle se dépressurise, voilà, elle se met en décrochage. S'il remet bras haut, qu'elle vole pas, c'est pas bon, quoi. Est-ce qu'il y a une relation entre mauvaise porosité et déchirure? Est-ce que parce que le tissu se déchire que... Non, pas toujours. Non, on a beaucoup de tissus qui restent très bons en résistance à déchirure longtemps et qui sont poreux, et qui tiennent poreux, et inversement, ça dépend vraiment des fabricants.
J'ai vu des fois des vidéos et même une voile d'un copain, une Zeno qui a plus de 1000 heures, il la déchire comme ça. Ouais. Tu vois, et ça volait pas du tout. On le voyait, on le doublait, on pouvait le doubler avec une voile en B et ça volait plus, quoi. Bah, je sais pas te dire, mais voilà, ces tests effectivement déchirés à la main, ils sont pas calibrés reproductibles. On met vachement de force quand même là. Après, d'une manière générale, on a quand même l'impression qu'une voile poreuse elle est moins performante, quoi. Ouais. Tu parlais des fabricants, de l'association. Tu pourrais juste nous expliquer, parce que c'est pas quelque chose que je connais. T'as parlé d'association des fabricants, donc ça veut dire qu'il y a des gens qui sont pas les fabricants. Si, c'est les fabricants. C'est une association regroupant, c'est la PMA, c'est la Paragliding Manufacturer Association, qui regroupe des fabricants. Moi, je suis pas tout dedans. Un représentant de fabricants qui... Ouais, voilà, un représentant j'imagine, de chaque marque, qui sont, la marque est adhérente à cette association. Ils peuvent discuter, voilà, j'imagine, de problématiques, etc. Et ils en sont venus à discuter et à donner un protocole PMA pour la révision des voiles, quoi. D'accord. Et toi, du coup, avec l'atelier, tu travailles en direct. Enfin, c'est quoi ta relation avec les constructeurs, justement? Parce que est-ce que tu leur fais des retours sur certaines choses? Est-ce que toi, tu as des moments où ils vont te dire, ah bah, ça, fais plus ça comme ça, sur tel truc. Je pense à Advance, là, on a entendu les nouvelles réformes. Comment ça se passe pour ta relation avec... Là, pour le moment, on est dans une période où il y a effectivement la norme, c'est pas la norme, les recommandations de la PMA qui sont sorties, les documents de la PMA. On est en discussion avec les fabricants pour que les fabricants se placent, en fait, nous disent je veux que vous utilisiez le document PMA, on est en accord, ou voici nos valeurs de réforme, parce que ils ont leur raison, selon leurs calculs, la valeur de résistance des suspentes ou de n'importe quelle, suspente, tissu, etc. Ça doit être ça chez nous. Voilà. Donc chaque fabricant peut nous donner ses propres instructions. On va dire l'information PMA, elle est assez large, avec des seuils qui sont quand même assez hauts, très sécuritaires. Si un fabricant à un moment décide de s'engager et de dire bah non, moi, les seuils qu'ils ont donnés sont trop hauts, plus bas, comme ça, selon la manière dont je conçois, ça peut évoluer dans le temps, selon les voiles et les modèles, avoir des informations différentes dans le temps, quoi. Ok. Voilà. Et avec la FFVL aussi, tu es en discussion pour le paracheck. Ouais. Comment ça se passe, la mise en place du paracheck, qu'est-ce que ça va faire dans le milieu de la révision, de la révision, qu'est-ce que ça produit exactement Alors le paracheck, c'est comment on pourrait dire ça? C'est un mouvement qui a été mis en place par un pilote moteur au sein de la FFVL, qui à un moment se disait c'est pas normal que je fasse réviser ma voile chez Pierre, Paul, Jacques et que j'ai pas les mêmes résultats de voile, quoi. La problématique qu'on avait, effectivement, c'est aussi une des raisons qui m'a fait pousser à créer l'atelier à un moment, c'est que c'est pas normal, quel que soit l'atelier ou inversement, dans l'autre sens, d'avoir une voile qui a 300 heures de vol et qui sort avec une évaluation d'état, qu'elle soit bonne ou pas, à fond, quoi. Une voile qui a 300 heures, elle est pas neuve, quoi. Elle est pas neuve, elle est en bon état, on peut voler en sécurité. Et en fait, on a travaillé avec pas mal d'ateliers, donc cette personne a contacté pas mal d'ateliers, on s'est mis en relation au niveau de tous les ateliers, et comment je pourrais expliquer ça? En fait, pour avoir quelque chose de reproductible. On voulait harmoniser les résultats. Voilà, c'est-à-dire que vous alliez dans un atelier ou dans un autre, on avait quand même des méthodes de travail qui sont très similaires. On casse des suspentes, on fait des porosités avec les mêmes appareils, il y avait quelques différences peut-être sur la méthodologie, mais on avait, quand t'es chef d'entreprise d'une petite boîte, t'as envie de faire bien ton boulot, donc tu le fais, même si on n'avait pas la même interprétation des résultats, je pense qu'on faisait correctement les choses. La problématique, c'était que tu faisais contrôler ta voile chez un, chez l'autre, tu peux avoir des résultats différents. C'est un peu donc, voilà, tu voulais vendre une voile plus facilement, bah t'allais chez lui parce que tu savais que les résultats étaient meilleurs. Voilà, donc c'est pas très correct, quoi. Donc là, voilà, de ce constat-là, on en est venu en fait à parler, à discuter, à rédiger une charte. Donc à l'heure actuelle, on a la charte paracheck qui existe, qui a été rédigée par 6 ateliers, dont je fais partie. En partie, rédigé, et puis en discussion aussi avec les autres ateliers, qui a voulu
participer, quoi. C'est pas que nous qui l'avons fait. On a rédigé une charte, voilà, dire, bah voilà, on veut réviser les voiles selon telle méthode, voilà, c'est avant la méthode PMA, avant la PMA, voilà, et quand on arrive à un état, à une résistance, selon une formule, selon un algorithme, voilà, pour reprendre le terme utilisé dans la charte, cet algorithme va vous donner un état. La suspente, elle est en bon état, en assez bon état, en limite, réforme, en très bon, voilà. Il y a eu quelques évolutions, hein, parce qu'il y a un petit peu de rodage quand même, il faut dire ce qu'il y a. Mais voilà, c'est-à-dire que vous faites réviser une voile dans mon atelier, dans un atelier concurrent, si vous lui donnez les mêmes valeurs, voilà, on va dire, nous on a fait des tests entre nous, hein, on s'est donné des valeurs, c'est ce qui s'est passé qui nous a permis de voir qu'on avait des grosses disparités d'interprétation à un moment. Sur le papier, parce que quand on discutait avec la personne, en fait, on avait un peu la même vision des choses, mais on ne le représentait pas de la même manière. Et maintenant, tu donnes les valeurs à n'importe quel atelier qui est adhérent de la charte, tu vas avoir le même résultat à la fin, d'état général. Il va être très bon, bon, assez bon, limite, ou en réforme. Vous utilisez le même terme. C'est ça, on utilise le même terme, mais on n'a plus de curseur en pourcentage. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, les différents états très bons, etc., va te donner un état à l'heure actuelle, au moment aujourd'hui, quoi. Voilà. Mais il va pas te présager ou te dire ta voile elle reste autant de temps à voler, parce que ta voile elle peut sortir très bien. Tu l'as fait contrôler chez moi, elle sort en très bon état. Tu la vends ou tu voles avec, tu l'utilises comme un sagouin, vraiment pas comme il faut. Tu la traînes par terre, tu la ranges humide, voilà, c'est des choses à pas faire. Tu la laisses bronzer au soleil au déco. Tu vas me revoir 2 ans après, peut-être qu'elle sera pourrie ta voile, je sais pas. Et t'auras fait que 50 vols. Je sais pas. Donc, l'usure d'une voile n'est pas du tout linéaire, quoi. Voilà, ça dépend vraiment de comment le pilote il utilise sa voile. Voilà, moi, l'exemple que je reprends régulièrement, c'est j'ai 2 pilotes de mon club qui ont la même voile. Il y en a un, il fait 200 heures de vol, 200 vols. L'autre, il fait 200 heures de vol, 500 vols. Celle qui a 500 vols, elle est vachement plus usée, quoi. Parce que manipulation. Parce qu'il l'a manipulé, il l'a ouvert 500 fois au déco, il y a eu des frottements, il a manipulé 500 fois les suspentes, il a posé 500 fois. Après le pliage, c'est pareil, quand vous pliez votre voile, mettez votre voile en bouchon, rassemblez les joncs, voilà, pliez votre voile correctement, mais n'ouvrez pas en grand votre voile par terre, parce que vous la rouvrez, tous les tissus refrottent par terre. C'est des petits trucs, j'en avais parlé avec un client récemment qui avait pas réfléchi à cette problématique-là. Voilà. Parce qu'on t'apprend un peu à l'école à replier ta voile en A, une espèce on la met à plat complet, et puis on la replie, puis après on reste sur ça, alors qu'en fait, c'est peut-être de la mettre. Mais on peut, voilà, vous posez, vous la mettez en bouchon, vous tendez vos suspentes, vous ouvrez un petit peu le bord de fuite, vous repliez vos suspentes dedans, et vous pliez votre voile pour le mettre dans la majorité des gens des saucisses pack, relativement pratique, ou alors si vous avez un pouf bag, vous le mettez dans votre pouf bag. Et voilà, mais le but, en fait, si vous voulez faire durer votre voile, c'est moins de soleil possible, pas d'humidité, un stockage dans un endroit propre et sec, chez vous, quoi, pas dans un garage. Et puis, quand vous ouvrez votre voile, évitez de la frotter, de faire des séances de gonflage à rallonge. Voilà. Après, il faut quand même faire du gonflage, faut pas déconner. Oui. Il faut quand même. Il faut pas se dire utiliser sa voile, une voile débutant. Quelqu'un, un débutant, va dire ta voile débutant, en général, elle est fabriquée avec des tissus, avec des matériaux plus costauds. Elle est faite pour durer plus longtemps, quoi. Elle est faite pour cet usage-là. Pour cet usage-là. C'est ça. Forcément, tu vas pas faire du gonflage avec une voile qui est un peu plus perf ou light, mais avec une A, une B, c'est fait pour quoi. C'est ça. Résistance. Ok. Comment ça va se passer l'avenir pour les ateliers? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Qu'est-ce que tu peux nous parler un peu des choses qui arrivent qu'on ne sait pas? Voilà. Est-ce qu'il y a des choses que tu as envie de nous dire sur le futur? Comment toi tu vois les choses? Sur la révision, du moins. Ouais. Sur le paracheck, pour finir le côté paracheck, on est à l'heure actuelle, les ateliers signataires de la charte s'engagent moralement à respecter la charte, tout simplement. Il y a une volonté quand même de continuer à professionnaliser l'activité. Il y a des gens qui font ça à temps plein, il y a des gens qui font ça de manière à mi-temps, voilà, selon les volontés, les gens, voilà. Et le but, c'est de professionnaliser la chose et de venir à un moment réussir à se faire auditer, à venir se faire contrôler à l'atelier, vérifier que tout le monde respecte ses engagements
Je pense que ça peut être un point de confiance envers tous les ateliers, qu'on soit petit. Moi, je suis un petit atelier, on est un et demi à l'année. Je me considère pas comme gros, même les ateliers un peu plus gros, il y en a peut-être deux, il y en a peut-être un ou deux en France qui sont plus de deux à l'année. Hein, voilà, vous les reconnaîtrez tout seul. Mais voilà, ça permettra d'avoir une confiance. Le Paracheck, il a amené beaucoup de discussions, beaucoup d'ouverture entre les différents ateliers. Certains ateliers ne souhaitent pas ou comprennent pas nécessairement l'engagement vers un label, mais on a quand même une envie de professionnaliser l'activité, quoi. Là, c'est aussi pour le client, entre guillemets, un gage de sécurité, ouais. Mais pas que de sécurité, parce que si que tu sois labellisé ou non, ça veut pas dire que tu travailles mal, mais ça veut dire que tes outils ont été vérifiés, en fait, et de rigueur. Même, t'es contrôlé, et si t'es rigoureux, en fait, que te faire labelliser, bon, effectivement, ça va te coûter un peu d'argent, mais tu vas te faire contrôler. Si tu t'envoies tes porosimètres, que ton peson, voilà, que tu respectes les vitesses de traction du banc, voilà, que tu respectes les indications de la charte et de la PMA, donc il y a une raison que tu sois pas labellisé. Donc pour moi, le label, c'est un moyen d'être certain que tout le monde respecte les règles du jeu, respecte son engagement. Et voilà, pour dire, vous allez dans un atelier charté à l'heure actuelle, labellisé peut-être dans le futur, j'espère. Voilà, vous avez un atelier qui bosse correctement selon les recommandations des fabricants, c'est contrôlé. Voilà, pour moi, c'est ça, quoi. Okay. C'est intéressant, quoi. Et ça, c'est toute la partie réparation. Je viens de penser qu'on n'a pas trop parlé de la couture. Ouais. Toi, jusqu'où tu vas dans la réparation d'une voile? Parce qu'en fait, je sais que tu as réparé des voiles, je me suis dit, ah ouais, tu peux quand même faire des beaux trucs, quoi. Ouais. Mais jusqu'où tu vas réellement pour que les gens aient un peu une idée aussi de qu'est-ce qu'on peut faire réellement En fait, tout est réparable. Hein. Quasiment tout est réparable. Dire tout est réparable, c'est pas la vérité. Quasiment tout est réparable. En fait, la problématique qu'on va tous avoir, c'est une question de coût, quoi. Si la voile coûte une certaine somme et que la réparation, moi on a besoin de vivre, de payer nos charges, les locaux, etc. Le salarié. Si à un moment la réparation elle coûte la valeur qu'on peut dire vénale pour prendre en termes d'assurance de la voile, ça peut-être pas le coût de la réparer, quoi. Ouais. Voilà, c'est plus ça. C'est vraiment plus le côté économique. Moi, ça m'arrive régulièrement de faire un effort parce que je reste quelqu'un de passionné, ça doit être mon boulot, j'ai bien envie, mais ça m'arrive aussi des fois de faire un effort sur une voile, dire bah voilà, il y a ça de répa, normalement ça va te coûter ça, écoute, ça m'embête ta voile elle est neuve. Ça m'embête vraiment de la laisser dans un carton, quoi. Allez, on fait un effort, ça, on arrive à trouver un accord avec le client, ça reste de la négociation commerciale, si on veut, mais il n'y a pas que le côté, moi je suis pas là pour assassiner les gens, je suis là pour vivre de mon boulot, en étant passionné, en discutant avec les gens, et voilà, c'est plus au côté économique qui va bloquer à un moment, quand même. Oui, c'est pas le côté technique. Je pensais qu'il y avait un côté technique qui aurait pu t'embêter dans un moment, à te dire, ça, je peux pas le reproduire. Mais en fait, tout est on peut le reproduire, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, pour ce qu'on parle de la valeur, les voiles sont fabriquées à l'étranger, on les paye le prix qu'on les paye en Europe parce qu'ils sont fabriqués à l'étranger. Les voiles seraient fabriquées, pour les voiles les plus techniques qui ne fabriquent pas en France, ces voiles très techniques seraient fabriquées en France, le coût serait vachement plus élevé. Donc effectivement, quand on fait une réparation ou quelque chose en France, nous, Français, Européens, le coût de la manœuvre est plus important. Donc effectivement, le coût de la réparation peut vite monter, les matériaux aussi. Mais voilà, après sur le côté reproduire des choses, on a réparé récemment une voile où le client avait fait tomber sa voile en fait sur un bout de voile, sur un poteau électrique, un bout de voile qui était un peu brûlé. On a réussi, grâce au fabricant, en discutant avec le fabricant, parce que ce fabricant a confiance à l'atelier, aux compétences qu'on peut avoir, de dire bah l'aile elle est suffisamment en bon état, ok. Qu'est-ce qu'il te faut? On te refabrique un bout de voile neuf. Voilà, moi j'étais incapable de reproduire ce qui était abîmé. C'était trop abîmé. À un moment, je pouvais pas reproduire. À l'heure actuelle, une voile abîmée, je démonte un morceau, je le reproduis en le remettant le plus à plat possible, en lissant les formes, etc. Mais quand c'est trop abîmé, c'est plus reproductible. Donc là, on a eu le fabricant, ça m'est déjà arrivé avec d'autres, qui a fait fabriquer un bout de voile spécifiquement pour cette voile. On l'a remonté, on a remis les suspentes dessus, et nickel. Voilà, la voile, le bout de voile a été fabriqué à l'usine avec la qualité de fabrication de l'usine, et il y avait rien de mieux, quoi.
Et c'est intéressant ce que tu dis là sur la production de voiles. Qu'en France, c'est quoi? Tu penses que c'est un manque de compétences sur le fait qu'on n'arrive pas à faire des voiles aussi techniques, ou c'est Non, c'est une question de coût. Hein. À l'heure actuelle, le seul fabricant, on peut le nommer, c'est Nervure en France. Voilà, c'est Nervure en France. Qui arrive encore à vivre un petit peu. Qui arrive à en vivre, mais ils font des choix dans la conception des voiles. Alors, ils font des voiles qui sont simples, qui volent bien, qui sont légères, mais qui sont simples au niveau conception, choix de fabrication. Ça veut pas dire que c'est un mauvais choix, hein, parce que des fois la simplicité c'est plus facile à réparer aussi. Hein. Voilà, il y a des voiles qui sont hyper techniques. On ferait ça en France. Il y a tellement de pièces, tellement de découpes, tellement de choses. Il y a certaines voiles. J'adore les voiles perfo, mais quand tu dois réparer une voile de compète, quelle que soit la marque, le caisson il fait 10 cm de large, que tu dois rentrer dedans, refermer. Franchement, ça commence à être compliqué à être réparé, quoi. Donc c'est surtout le fait que ce soit très complexe et que ça demande beaucoup de main-d'œuvre, que si ça serait fabriqué en France, je connais pas les coûts, hein, mais je pense qu'on pourrait au moins faire x2 sur le prix des voiles. Okay. Ouais, ça fait déjà cher de base, ça ferait encore plus cher, quoi. C'est ça. Ton atelier, là, du coup, ça te prend pas mal de temps. Je suppose que tu voles un peu moins, mais aujourd'hui, si on met un peu de côté l'atelier, qu'est-ce qui te plaît dans le parapente? Qu'est-ce que, quand t'as un petit peu de temps libre pour aller voler, qu'est-ce qui te plaît de faire? Qu'est-ce que t'aimes faire? Ce que j'aime faire, ouais. Dans le parapente aujourd'hui, qu'est-ce qui te plaît? Est-ce que ça te plaît encore d'ailleurs? Parce que maintenant que c'est ta passion, je sais pas, est-ce que t'as encore envie de voler? Est-ce que t'en as marre de voir des parapentes? C'est pas quelque chose qui est anodin, parce que quand je travaillais avant chez Opal Paramodèle, à un moment, je me suis un peu essoufflé en dessinant des voiles de char à cerf-volant, et je sais que j'avais pas retouché une machine à coudre pendant 3 ans, quoi. Ça m'avait un peu arrêté. Là, j'arrive à trouver un équilibre entre ma vie professionnelle et ma vie perso, où le week-end, je vais voler, je vais profiter, je fais beaucoup d'activités en étant à la montagne, du vélo, du ski de rando, voilà, mais avec le parapente, on peut mixer pas mal de choses. On monte en ski de rando, on fait du portage, par exemple, en mi-saison, on fait du portage, tu montes à pied avec tes skis, quand il y a de la neige, tu mets les skis, tu montes, tu skis un peu, et puis quand tu arrives à la limite de skiabilité, tu sors le parapente, tu redescends en volant. Voilà, c'est des choses qu'on peut faire et s'amuser. Voilà, donc à l'heure actuelle, ouais, je monte pas mal à pied, j'ai une voile légère, un string dans un petit sac type trail là, et type trail parapente, et puis ça me va bien, et j'ai un matos de compète où là je monte pas à pied, plus pour faire du vol de distance, quoi. Et j'avais posé cette question à Mathilde, comment tu vois les choses, qu'est-ce qui te plaît le plus, je veux dire, entre partir en cross et aller en compétition? Qu'est-ce qui te plaît le plus aujourd'hui? Est-ce que c'est de faire un beau vol, dire allez, aujourd'hui je fais ça, il y a une belle journée, ou est-ce que c'est plutôt, si tu devais choisir une journée, tu ferais quoi? Tu ferais une journée compétition avec les copains, ou plutôt faire un beau vol dont tu rêves depuis longtemps? S'il y a vraiment une belle grosse journée, franchement, la compète, j'aime bien la compète, mais s'il y a vraiment une très très grosse journée de cross, on va faire un très gros vol, ouais, ça dépend de ton état d'esprit du moment. J'aime bien les deux. Parce que la compétition, ce qui est bien en compète, c'est que tu voles dans un cadre, dans des endroits où tu vas peut-être pas nécessairement, ou faire des manches, des parcours que tu ferais pas nécessairement, pas logiques sur des parcours de cross. Tu te confrontes aux copains, tu vois, voilà, les placements, t'améliores ta technique de vol. Le cross, si on fait le parallèle, ce que tu peux apprendre en compète sur la manière de voler vite, optimiser tes cheminements, etc. Tu peux le faire en cross aussi, mais tu peux directement le transposer au cross. Après, le cross, l'avantage, c'est effectivement, ce que les gens peuvent reprocher à la compétition, c'est que tu te lèves à 8h du matin, à 11h, tu es sur le déco, tu voles 2 heures, tu poses. Ouais. Voilà. Le cross, tu vas, tu te dis, je vais voler 8 ou 9 heures. Aujourd'hui, c'est pas la même chose, quand même. Si on te donne une journée, tu prends celle où tu voles le plus, j'aurais tendance à... ça dépend, mais si je devrais choisir, j'aurais quand même plus tendance à dire, je vais aller faire une grosse journée de cross, quoi. Avec les copains, en plus, parce que tu crosses tout seul, mais en fait, on cross... Je vais faire le parallèle ça m'est arrivé d'aller faire un stage chive. Ouais. En voile de compète, en Enzo, tu fais beaucoup de décros. Le 3e jour, il y avait une journée fumante, les copains en radio, machin. À 14h, j'ai dit au gars, je suis parti, puis je suis rentré à la maison en volant. Tu vois, j'ai craqué. C'est pas par rapport à la compétition, mais ça reste un peu... un appel de la
de la journée fumante. Et... Voilà, ça reste ce qu'on aime quand on vole, c'est voler. La compétition, ce qu'on aime, c'est se confronter, voler, découvrir des nouveaux endroits. Ça vous amène dans des endroits où vous volez pas nécessairement. Voilà, dans un milieu sécurisé, vous avez un directeur d'épreuve qui vous dit, bah, faut pas aller là, sur des niveaux inférieurs, parce qu'ils expliquent quand même plus, quoi. Ouais. Faire attention, voilà, ils font des choix de parcours intelligents. Le cross, t'es quand même livré à toi-même. C'est ton expérience qui te dit, je vais aller me mettre là. Je sais que c'est pas bien. Je vais me mettre là parce que je sais que c'est là que ça sort. Ouais. Mais tu te fais un peu tordre, quoi. Voilà, faut pas trop jouer avec la corde. Donc là, le futur, c'est un peu de vol rando, un peu de compétition si tu arrives à te libérer. Ouais. Et est-ce que toi, tu avais des choses sur lesquelles tu voulais revenir, sur lesquelles tu avais envie de parler dans le... Voilà, un peu la libre parole. Je laisse un peu à chaque fois des petits messages. Voilà, chacun a son petit message, mais si toi, tu as quelque chose à... Bon, ce qui est important, c'est surtout de... Je sais pas vraiment si j'ai un message à faire, mais ce qui est important, c'est surtout prendre du plaisir en vol, quoi, s'amuser, profiter avec les amis, voilà, on entend parler, quand on est parapentiste, depuis pas mal d'années, on a obligatoirement, malheureusement, dans son entourage, des fois des accidents ou des gens qu'on perd, voilà, ça reste un sport qui peut être à risque, faut pas faire n'importe quoi, pas prendre des risques inconsidérés, voilà, je pense que moi, ce que j'aime bien dire aux gens, ma petite phrase que j'aime bien donner, souvent, c'est fly safe, quoi, voler en sécurité, quoi. Ouais. C'est surtout ça, quoi. Voilà, Se faire plaisir. un bon, je sais plus comment on dit, mais voilà, Un bon pilote, c'est un vieux pilote. un bon pilote, c'est un vieux pilote, ouais, c'est ça. C'est un peu vrai pour pas mal de sports maintenant. C'est vrai que si t'es tête cramée, que tu veux brûler les étapes, voilà, faut pas hésiter aussi à se remettre en question. Quand vous volez, là, à un moment, ouais, ça m'est arrivé quand je suis arrivé dans les Alpes, redescendre en catégorie de voile, remonter à un certain moment. J'ai l'impression qu'aussi, on va tous y arriver un jour. En vieillissant, on a quand même des réflexes qui sont moins importants ou autres. Voilà, si on a un volume de pratique qui baisse un peu, pas être en surconfiance, quoi, si on peut dire ça, quoi. Pas écouter que son ego sur ah oui, je veux absolument rester sur cette catégorie parce que c'est pas figé, quoi. À un moment, ce que j'aimais bien, c'était être dans les 3 premiers de la CFD du jour, quoi. Ouais. Voilà, et ouais, je me suis retrouvé certains moments de fatigue ou de doute à me dire, ça m'est arrivé, hein, de me dire, ouais, j'ai plus envie d'être en vol là, je me fais pas plaisir, je vais me poser, quoi. Voilà, Oui, je suis fatigué, j'ai froid, j'ai faim, voilà. Puis quand tu cherches ça, tu cherches peut-être pas, c'est pas la bonne raison non plus après Non, d'être c'est en pas la l'air. bonne raison. Non. Tu dis si c'est pour cette raison-là, c'est peut-être pas forcément la meilleure raison. Ok, bah beau message. Et puis en tout cas, je te souhaite plein de bonnes choses pour l'atelier, pour le futur. Je sais pas si tu vas développer encore des choses intéressantes sur la révision avec la FFVL, avec les constructeurs aussi, tu peux t'en parler. Et puis merci de m'avoir reçu ici. Pas de problème, et puis à bientôt. À bientôt en l'air.